pour commencer peut-être sur le risk-taking, est-ce que tu peux expliquer fondamentalement ce que c'est et comment ça fonctionne? Ok. Donc juste pour un petit rappel, le staking, en fait, c'est le fait de mettre en collatéral euh, des actifs. Donc, dans le cas d'Ethereum, c'est de l'Ether, pour valider, faire le travail de validateur sur une blockchain. Et en fait, pourquoi on met en collatéral des actifs? Parce que si on se comporte mal en tant que validateur, eh ben on va expérimenter ce qu'on appelle le slashing. Le slashing, en fait, c'est une punition, c'est-à-dire que si tu as mal fait ton travail de validateur, eh ben on va te prendre un peu de tes Ethers. On va dire, c'est le mécanisme incitatif qui permet de garder le réseau honnête. Et si tu fais bien ton travail de validateur, tu vas gagner des rewards. Et ces rewards, c'est l'émission de nouveaux tokens quand il y en a dans les protocoles et les frais dans les blocs que tu veux valider. Donc, ce que tu payes pour faire passer une transaction Ether, ce que tu payes pour faire passer une transaction Bitcoin, et ça peut être assez élevé pendant certaines périodes. Je pense notamment au mint Overside Overdid sur Ethereum, c'était assez fou. Je suppose qu'il y a eu plein d'autres mints aussi à cette époque-là qui étaient assez fous. Et je pense dernièrement avec tout ce qui est ordinals, runes, etc. Sur Bitcoin, ça peut aussi être des frais assez follants. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait 78 millions de dollars de frais Bitcoin payés en une journée, le jour du F. Ouais, parce qu'il y a eu un protocole qui s'est lancé qui s'appelle les runes. Et en fait, tout le monde voulait être le premier à minter ces runes. Et donc, en fait, la commission que les gens étaient prêts à payer aux mineurs pour être inclus, en fait, dans ce bloc du halving était incroyable. C'était, je pense, c'était plusieurs ordres de magnitude au-dessus de la moyenne. Ouais. Et du coup, je t'ai coupé, désolé. T'expliquais le staking. Oui, et donc ouais, le staking, j'ai expliqué. Et du coup, en fait, le restaking, ça permet en fait de réhypothéquer. Donc voilà, le staking, c'est on hypothèque de l'Ethereum, par exemple, pour sécuriser le réseau Ethereum. Le restaking, on va réhypothéquer cet Ethereum qui est staké pour valider d'autres protocoles en fait. Et en fait, ces autres protocoles, c'est des protocoles qui ont besoin de de sécurité économique et qui ont besoin d'avoir un consensus décentralisé, donc pas juste des applications décentralisées sur Ethereum comme Uniswap. Uniswap, c'est un code qui permet un code qui tourne de façon automatisée sur Ethereum et qui jouit en fait de l'infrastructure décentralisée d'Ethereum. Mais il y a certains protocoles, par exemple un bridge ou par exemple des oracles qui ont Des besoin. appchains, des applications qui ont leur propre layer 1, qui ont leur propre layer en réalité. Par exemple des séquenceurs sur des layers 2 dans le contexte Ethereum. Mais ouais, et donc en fait, plutôt que ces protocoles-là, plutôt que voilà, d'aller chercher leur propre set de validateurs, plutôt que d'aller voilà, devoir générer un token et d'aller vendre leur token et convaincre les validateurs de locker leur token pour sécuriser le réseau, eh ben, ils peuvent directement aller piocher dans la sécurité économique d'Ethereum. Donc, pour les risk takers, en fait, l'avantage qu'ils ont, c'est que ça leur permet d'avoir des rewards qui sont en plus de leurs rewards qui sont déjà sur Ethereum. Pour le même Et travail qui est d'avoir des Ethereum stakés, plus ou moins. on va dire avec le même capital, mais pas pour le même travail, parce que du coup, il va falloir faire tourner l'infrastructure de ces différents protocoles. Et quand on fait tourner ces différentes infrastructures, on va aussi. Alors non seulement c'est un coût pour l'opérateur comme Kill, mais c'est aussi des risques supplémentaires parce qu'il va y avoir des risques de stashing supplémentaires parce que tu vas faire tourner d'autres protocoles qu'Ethereum. Ok. Et est-ce que, tu vois, tu disais que l'idée c'était de piocher un peu dans la sécurité économique d'Ethereum pour valider deux chaînes, parce qu'elles en ont besoin. À quel point il y a beaucoup de chaînes qui en ont vraiment besoin? Et est-ce que le restaking fera toujours sens, dans le sens où, si on a la majorité de l'écosystème qui est build sur un, deux, trois écosystèmes, je sais pas, l'écosystème Ethereum, l'écosystème Solana et peut-être l'écosystème Bitcoin, est-ce qu'il y aura un aussi grand intérêt que maintenant où tout est un peu éparpillé, fragmenté? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'activités qui se concentrent sur Ethereum et ses Layer 2. Est-ce que le restaking a un intérêt pour cet écosystème de Layer 2 ou pas du tout? De même, on a des choses qui se concentrent pas mal sur Solana, mais en soi, Solana, d'un point de vue sécurité, ça a l'air d'aller et il n'en a pas trop besoin. Tu vois, j'ai du mal à identifier à quel point le restaking est important, à quel point il y a beaucoup de demandes et à quel point cette demande, elle va perdurer, en fait. Bah, en fait, aujourd'hui, il y a des applications qu'on connaît qui ont besoin de leur propre consensus
qui ont un espèce de mécanisme de staking et qui sont pas des chaînes en fait. Par exemple, Chainlink, ils ont un mécanisme de staking. The Graph, ils ont un mécanisme de staking. Ils peuvent pas juste se bâtir sur une plateforme comme Ethereum. Ils ont besoin d'avoir leur propre consensus pour garder cette honnêteté. Et en fait, il y a énormément en fait de variétés dans les protocoles possibles qui peuvent jouir en fait de cette primitive qui est le restaking. Et ça va de tout ce qui se passe sur les rollups, donc la data availability, le sequencing, plein de choses. Ça va jusqu'à par exemple des applications de MPC qui réutilisent de la sécurité économique pour assurer qu'elle fonctionne bien en fait. Donc c'est pas overkill, c'est ça que tu veux dire. C'est pas un faux besoin. C'est un besoin qui est réel et qui se fait ressentir depuis longtemps. Et en plus de ça, c'est le fait de permettre aussi de s'aligner avec un écosystème. Donc, si je suis un AVS sur EigenLayer, bah j'offre un peu entre guillemets un cadeau aux stakers d'Ethereum parce que je leur permets de réhypothéquer la valeur de leur Ether pour aussi sécuriser mon protocole et donc du coup je vais les rétribuer. Donc ça permet en fait de s'aligner du coup avec Ethereum. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on va avoir beaucoup de grandes Layer 1 qui vont en fait lancer, sur lequel il va y avoir des protocoles de restaking. Donc on verra, il y en a sur Bitcoin par exemple, il y en a aussi qui se lancent il y en a une qui se lance sur Solana par exemple. Voilà, si on a envie d'être aligné avec l'écosystème Solana pour aller build un bridge Sol vers d'autres chaînes, ça peut faire du sens de réhypothéquer du Solana qui a été staké. Ok. Et comment t'expliques que EigenLayer soit l'élu? Est-ce qu'il y a des concurrents? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on parle d'aucun concurrent d'EigenLayer. Est-ce qu'il y en a même, tu vois? Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a EigenLayer, tu vois, enfin, en tête quand on pense au restaking, mais est-ce que ça pourrait changer? Et est-ce qu'il y a des alternatives même à EigenLayer? Alors aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle on parle de EigenLayer, parce que c'est EigenLayer qui a introduit le concept de restaking sur Ethereum, sur une chaîne où il n'y a pas de restaking natif. Parce que par exemple, le Cosmos Hub, d'une certaine manière, on peut estimer que l'Atom Economic Zone, c'est une solution de restaking. Et voilà, ils ont sorti du coup leur papier de recherche je pense en avril 2023. Et ils ont fait beaucoup de bruit parce que c'était les premiers vraiment à penser à ça et à penser à construire une plateforme de restaking. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, c'est les premiers qui ont vraiment fait du bruit et qui aussi ont exécuté. Le concept. Ouais. Et qui ont exécuté aussi. Ouais. Et alors, depuis, en effet, il y a eu quelques announcements de protocoles qui se lancent, qui vont être en compétition avec EigenLayer sur Ethereum. Comme je disais, il y a aussi des protocoles. J'ai entendu parler d'un protocole qui se lançait sur Solana et Bitcoin. Et du coup, concrètement, si on avait plein de solutions concurrentes, qu'est-ce que ça amènerait? Est-ce que ça aurait des répercussions négatives ou c'est juste bien d'avoir de la compétition en plus de ça? Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir une approche différente sur certains points, peut-être sur lesquels les gens sont critiques? Est-ce que d'ailleurs les gens sont critiques à l'égard d'EigenLayer? Ouais, les gens sont critiques à l'égard d'EigenLayer. Je pense que c'est pas depuis que l'idée a été popularisée, il y a eu plein de discussions qui se sont déroulées dans l'écosystème Ethereum, l'idée par la fondation Ethereum, mais aussi plein d'autres personnes. L'autre partie de ta question, c'était quelle sera l'approche pour toi des concurrents? Est-ce que Ethereum est le terrain conquis de EigenLayer, on verra jamais de gros concurrents à EigenLayer sur Ethereum, mais à ce moment-là, on verra plutôt des concurrents sur d'autres chaînes? Ou est-ce qu'ils sont quand même sur Ethereum, et à ce moment-là, ils ont une approche différente? Si oui, laquelle? L'approche différente qu'ils peuvent avoir, c'est par exemple dans la complexité qu'ils peuvent mettre dans leur système de slashing. Plus on peut avoir un système de slashing qui va être granulaire et vraiment détaillé, plus on pourra construire des applications, donc du coup des AVS complexes. Et aussi, EigenLayer pour l'instant ne permet que de restaker de l'Ethereum, mais on pourrait aussi penser à réhypothéquer ou à hypothéquer tout court
n'importe quel ERC20. Donc peut-être qu'on pourrait dire, vas-y, on peut staker de l'USDC par exemple. Donc je mets en collatéral de l'USDC pour aller sécuriser des protocoles et sans forcément que ce soit quelque chose qui soit nativement stakeable. Et pour toi, c'est imaginable? Enfin, est-ce que tu penses que ça arrivera dans un avenir proche ou est-ce que c'est encore hyper lointain? Ah, il y a déjà des compétiteurs qui ont été annoncés, qui ont partagé des white papers, qui ont annoncé des levées à plusieurs milliards de valo. Donc oui, c'est quelque chose qui va arriver. Et du coup, on n'a pas parlé exactement de comment Eigenlayer fonctionne techniquement. Tu vois, comment ça se divise techniquement? Tu m'avais expliqué qu'il y avait plusieurs, entre guillemets, couches, plusieurs tranches, qu'il y avait des smart contracts, qu'il y avait les Eigenpods, que derrière côté de ça, il y avait les AVS, etc. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer de la façon la plus simple possible toute cette technicité qui a l'air inaccessible vu de l'extérieur, en fait? Non, mais c'est vraiment pas inaccessible. Vraiment, il faut comprendre que le plus important en fait pour Eigenlayer, c'est de trouver un moyen de slasher l'Ethereum qui est staké en fait. Et parce que les opérateurs en fait qui vont être sur donc sur Eigenlayer, il y a les restakers. Donc toi et moi, on va staker on met nos Ethers stakés et une fois qu'on est sur la plateforme Eigenlayer, on va déléguer à des opérateurs qui vont supporter des protocoles qu'on appelle des AVS. Donc ces AVS. Donc il y a trois entités, les restakers, les opérateurs et les protocoles. Okay. Et en fait, Eigenlayer, en fait, c'est juste au final une couche de smart contract qui permet à l'Ethereum, une fois que l'Ethereum en fait est sorti de la partie consensus de la Beacon Chain, une fois qu'il est sorti de le slasher, s'il s'est mal comporté quand il était là pour sécuriser des AVS. Donc en fait, il y a deux grandes manières de restaker sur Eigenlayer aujourd'hui. C'est soit on veut le faire de façon native, donc on va déployer un validateur Ethereum avec Eigenlayer. Et en fait, d'une façon pratique, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va déployer un smart contract Eigenlayer qui s'appelle un Eigenpod. On va dire quand on va lancer notre validateur, les rewards, ils vont pas directement dans mon adresse, ils vont sur l'Eigenpod. Donc ça fait que le validateur peut être considéré par Eigenlayer comme étant restaké. Et ce qui va se passer, c'est que comme quand on va exit sa position de staking, ça va passer par du coup ce smart contract Eigenlayer. Eigenlayer aura la possibilité de slasher si on s'est mal comporté, du coup quand on sécurisait les AVS. Donc ça c'est la partie native restaking. Et après il y a la partie LST restaking, où là on va juste déposer, donc au lieu de faire le staking de façon native, on va utiliser des LST, donc du Lido State ETH, du Rocket Pool ETH, et on va les mettre dans des pools. Et une fois qu'ils sont dans ces pools, on peut directement déléguer à des opérateurs sur Eigenlayer. Et comme ces LST, ils sont sur des pools d'Eigenlayer, Eigenlayer peut imposer du slashing si on s'est mal comporté en sécurisant les protocoles. Donc, je prends mes Ethers stakés ou liquid stakés, pour faire très simple, et ensuite je les donne plus ou moins à Eigenlayer. En fait, concrètement, ils arrivent dans un smart contract, et qu'est-ce qu'ils deviennent après, en fait, ces Ethers stakés ou liquid stakés? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils restent juste dans un smart contract? Est-ce qu'ils bougent autre part? Enfin, quelle est un petit peu cette mécanique de je dépose de l'argent, que deviennent mes fonds? Enfin, quel est un petit peu ce circuit d'un point de vue purement Ether staké, Ether liquid staké? On va prendre l'exemple du LST restaking parce que je pense que c'est plus simple. Donc moi j'ai des STETH, okay. je les pose dans la pool STETH d'Eigenlayer. Eigenlayer, une fois qu'il a vu que j'ai posé mes 5 STETH, il prend en compte, voilà, maintenant Edgar a 5 STETH disponibles, 5 ETH disponibles sur Eigenlayer qui peut aller déléguer à un opérateur comme Kiln. Et ensuite, Kiln va du coup supporter faire tourner des AVS. Okay. Et donc du coup, si Kiln se comporte mal, imaginons que Kiln fasse quelque chose de vraiment très très mal et du coup il y a 10% de ce qui est staké chez Kiln qui doit être stashé. Quand moi je vais vouloir récupérer mes STETH
et ben EigenLayer va dire non, toi tu dois repartir avec 10% en moins parce que tu as délégué Ok. chez Clean. Quelles peuvent être les raisons d'un slashing en réalité? Tu vois, qu'est-ce qu'un mauvais comportement, tu vois, dans le risk-taking entre guillemets, ou que Clean Ça, pourrait avoir, comme tu l'expliquais. ça peut avoir plein de formes différentes en fait. Ça Et ça, dépend en est-ce fait que de ça chaque n'arrive AVS. jamais, ou est-ce que c'est fréquent? En fait, c'est comme sur les autres chaînes. En fait, tu le vois, c'est quelque chose qui arrive au final assez peu souvent. Mais on a besoin que le mécanisme incitatif soit en place au cas où un acteur malveillant voulait euh, s'emparer du système entre guillemets. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir son validateur, quoi. C'est important de bien choisir son validateur en fait parce que il peut toujours y avoir il peut parfois y avoir des choses qui vont en fait induire du slashing même de façon involontaire. Donc, par exemple, si ton infra elle tourne pas assez bien et que ton serveur il est down, il y a plein de chaînes sur lesquelles tu peux te faire slasher et voilà. Et puis aussi si tu délègues à un mauvais validateur, il y a des chaînes où tu vas potentiellement recevoir moins de rewards. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Mais est-ce que du coup, EigenLayer, c'est genre juste un intermédiaire qui permet en fait de pooler des Ethers et de dire, ok, genre ça, on peut mettre à disposition de la sécurité d'Ethereum, et ensuite des opérateurs, des gens vont effectivement utiliser, entre guillemets, ces fonds et cette sécurité pour valider d'autres chaînes? Enfin, du coup, EigenLayer, c'est genre juste une sorte de mise en relation de ce que je comprends? C'est ça. EigenLayer, ça va être le middleman. Middleman? Ouais. Le middleman, mais ça va être les smart contracts EigenLayer qui vont être les middleman, qui en fait va juste en fait EigenLayer c'est juste une plateforme de confiance décentralisée, une plateforme de sécurité économique. Donc une plateforme où d'un côté il y a les gens qui veulent réhypothéquer leur sécurité économique, leur capital, et de l'autre côté il y a des protocoles qui veulent utiliser cette sécurité économique réhypothéquée. Et alors, il y a aussi, là-dedans, parfois on parle d'EigenLayer et on parle en fait aussi de EigenDA, qui est un protocole qui est aussi développé par la même team qui développe EigenLayer, qui s'appelle EigenDA, qui est une solution comme de data Celestia, availability. comme Veil, comme d'autres, comme Nia. Voilà. Et donc c'est deux choses différentes, il ne faut pas confondre les deux. EigenDA, c'est un AVS sur EigenLayer, et EigenLayer, c'est une plateforme de decentralized trust.